Bonjour et bienvenue à Colmar-les-Alpes pour ce prioritaire Le Doc en 2 volets sur la laine Mérinos d'Arles en compagnie de Lionel Escoffier. Bonjour. Bonjour Lionel, président de l'association des éleveurs de Mérinos d'Arles et de la Maison de la Transhumance. C'est ça. Il faut peut-être commencer par rappeler l'origine du Mérinos d'Arles. Donc, la Mérinos d'Arles a été créée pour les campagnes de Russie napoléonienne, donc pour pouvoir fournir de la laine pour les tenues des militaires napoléoniens. Donc c'est une race qui a été créée à base de Mérinos d'Espagne. Il y avait une bergerie impériale sur la commune d'Arles et du coup des Mérinos espagnols ont été apportés à cette bergerie impériale et il y a eu donc sélection de cette brebis pour la laine essentiellement au départ. Voilà. Alors là on voit en ce moment tous les animaux qui se préparent à monter en alpage pour trouver de la bonne herbe, c'est évidemment la transhumance. C'est une pratique durable qui existe depuis l'Antiquité. Qu'est-ce qui peut expliquer, alors que dans le monde moderne on est allé souvent vers l'agro-industrie, il y a des tas de vaches qui ne voient plus l'herbe, que cette pratique chez nous elle est perdurée? Mais ça permet, nous, pendant que les brebis sont en estive, donc, de pouvoir faire cette production mythique de foin de croc et connue dans le monde entier. Et en plus, donc, les brebis sont quand même mieux dans la fraîcheur alpine de l'été que chez nous en bas en plaine où il fait très chaud. Voilà. En fait, c'est un système tellement durable que même l'industrie n'a pas réussi à s'y glisser et que ça reste plus intéressant économiquement de continuer à fonctionner comme ça. Économiquement parlant, c'est plus intéressant effectivement que de laisser des animaux en bas et de leur amener de la leur nourriture. Donner à manger comme on peut le faire sur des troupeaux de vaches ou des voilà. La laine des moutons, c'est comme les cheveux chez nous. De temps en temps, il faut aller chez le coiffeur. Chez le mouton, c'est au printemps. C'est là qu'il rencontre le tondeur pour se débarrasser de sa toison. Entre les mains du tondeur se décide déjà la qualité des futurs vêtements. Le but, c'est d'avoir la toison à peu près étendue pour pouvoir, normalement on fait ça sur une table de tri spécifique à claire-voie, pour pouvoir ensuite faire le tour de la toison, laisser tomber ces fameuses fausses coupes à travers les claire-voies, les impuretés, et vérifier aussi, par exemple là, j'ai loupé un petit bout de crotte. La crotte, qu'est-ce que c'est? De l'herbe digérée. Dans l'herbe, qu'est-ce qu'il y a? De la chlorophylle. La chlorophylle, qu'est-ce que c'est? De la teinture. On utilise un peigne qui fait quasiment 10 cm de large et qui est parfaitement plat. Ouais. On utilise ça sur un mouton. C'est pas un animal parfaitement Il n'est pas plat. Donc, c'est très difficile d'être à 100% du temps, tout le temps, bien à plat sur la peau. Et en fait, on y arrive la plupart du temps, mais des fois, on fait un petit peu des traces parce que le peigne se relève de la peau. Donc, on ne va pas couper parfaitement à ras. Et quand on repasse pour faire un beau travail bien fini, on a des fausses coupes. Ces fausses coupes, c'est quoi le problème? C'est qu'elles diminuent la longueur de la laine récoltée. Et oui. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Du coup, on a une fibre qui est plus courte. Exactement. Ça veut dire qu'un bon tondeur, c'est quelqu'un qui va réussir à ne pas avoir ça du tout. Exactement. Et là, bon, je veux pas le flatter, mais quand même, il y en a très peu. La méthode de tonte, elle a été créée du coup en Nouvelle-Zélande par les frères Bowen dans les années 50. C'est là-bas qu'il y a les meilleurs tondeurs, c'est là-bas qu'il y a les meilleurs professeurs et c'est là-bas qu'il y a les meilleures conditions pour apprendre et progresser. C'est là-bas que les limites, elles sont le plus haut, quoi. Les gens connaissent peu le métier. Il y a même des gens qui ne savent pas du tout que tondeur, c'est un métier, vous voyez. Et puis, quand on parle de la récolte de la laine, c'est vrai que tant que ça reste vu comme un sous-produit et non pas comme un coproduit ou comme un produit en tant que tel, ça restera un sous-métier ou un co-métier et pas un métier en tant que tel. Vous voyez, on est vraiment dépendant de l'état de la filière laine. Les tondeurs changent d'hémisphère en fonction des saisons et finissent en Nouvelle-Zélande où la laine peut se vendre beaucoup plus cher. En France, où seul compte la viande, les sacs servent parfois de poubelle aux mégots, bouteilles et ficelles synthétiques. Là, vous voyez, on est dans une salle de tonte. C'est un équipement absolument idéal pour l'optimisation de la récolte de la laine et la sublimation du travail qu'on fait à l'année. Parce que si on a la plus belle laine, les brebis avec la meilleure laine, la mieux sélectionnée, et quand dans le fumier, sans faire attention à ce qu'on met dans le sac de laine, et que tout est mélangé, ça ne sert à rien d'avoir fait du bon travail toute l'année. Il
y a tout un cercle vicieux qui est entré en action. Donc des prix de la laine qui chutent, ça veut dire des éleveurs qui se désintéressent pour leur laine et pour leur production. Des éleveurs qui se désintéressent, ça veut dire une qualité qui baisse. Une qualité qui baisse, ça veut dire des prix qui baissent, etc. Mais ce cercle vicieux n'est pas une fatalité. Avec la route, la Maison de la Transhumance a mis au point, à travers des partenaires, une filière locale et durable. Et ça, c'est vraiment que de la laine de la région. 100% laine Mérinos d'Arles, vraiment que la laine de la région. Pour les premières couches, notre laine, elle fait 21 microns. Alors c'est la plus fine d'Europe, mais c'est pas la plus fine du monde. Et si on mettait uniquement de la Mérinos d'Arles dans les t-shirts, on pourrait trouver ça un peu grossier. Tout à fait, un peu grossier et aussi en termes de lourdeur. Là, tu as vu, ils sont vraiment super légers. La laine a des propriétés antibactériennes, du coup anti-odeur. Ça garde pas les odeurs. Et l'avantage aussi par rapport à du coton, c'est que ça sèche très vite. Donc une fois que tu as fait ton effort physique, tu es un peu mouillé, mais dès que tu t'arrêtes, tu n'as pas froid parce qu'en fait tu as déjà séché. Donc ce sont des chaussettes techniques. On a plusieurs modèles, mais elles sont vraiment renforcées au talon, exprès pour la marche. Les bergers, ils les utilisent pour l'estive et elles leur font la saison. Ils sont vraiment super heureux parce que aucune ampoule, elles sont très confortables, ça craque pas. Et puis pareil, pas besoin de les laver tous les jours. Si on part en trek sur 2 ou 3 jours, juste on les aère, il n'y a pas de souci. Donc on va payer plus cher la chaussette, mais on va aussi économiser en lessive. C'est pas faux. Lionel, on parle de laine et de transhumance, mais depuis l'après-guerre, ce n'est plus le premier critère pour sélectionner les animaux. Non, le premier critère depuis l'après-guerre, on a demandé à l'agriculture française en général de nourrir les populations. Donc on a développé plus tout ce qui est partie viande et lait notamment, pour pouvoir subvenir aux besoins de la population, après la guerre bien sûr. Et la laine est tombée un peu dans les oubliettes au niveau de la sélection, ce qui a été accentué par le fait que le synthétique a été développé. C'est pour ça que nous, dans la famille, on s'est toujours dit qu'il faut garder cette spécificité de la laine Mérinos, essayer de la conserver au maximum dans ses qualités premières, donc à savoir la finesse, la longueur de mèche et le gonflant. Parce qu'on donne souvent ces exemples de sacs dans lesquels on a mis un peu tout, parce que la laine est tellement dévalorisée que c'est presque un déchet. Alors on met les bouteilles de bière, les mégots de cigarettes et tout ça. Tout à fait. Michael m'a montré des photos de sacs qu'il avait achetés avec des gobelets, enfin voilà. Et puis des éléments synthétiques, voilà, comme des ficelles polypropylène, des choses mais comme ne serait-ce que de la paille s'accroche à la laine et elle est difficilement... Voilà, on peut difficilement l'enlever au moment du traitement de la laine, quoi. Et du coup, ça vient ensuite perturber la création du fil ou du tissu plus tard, quoi. Voilà, donc, Alors justement, depuis que tu as rencontré Michael, qui est un des grands acheteurs de laine de qualité de par le monde, cette rencontre, elle a été, c'était une surprise pour toi? C'était une excellente surprise. À vrai dire, quand Michael est arrivé, je ne l'ai pas forcément pris au sérieux. Ah oui. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, il est plutôt habillé simplement, mais quand il est arrivé dans la cour de ma ferme, il avait une grosse voiture avec un costume 3 pièces. Ah oui, d'accord. Très vite, le courant est passé, j'allais dire. Lui, il a quitté la veste de costume et il a de suite mis les mains dans la laine. Et il m'a dit, c'est ça que je veux travailler avec vous. Vous avez un produit d'exception. La laine Mérinos d'Arles, c'est un produit d'exception. Et c'est vraiment dommage que vous la laissiez partir en Asie pour en faire des vêtements qui ensuite reviennent sur le marché français et où la laine Mérinos n'est pas du tout valorisée, elle est mélangée avec des autres laines. Et effectivement, c'est ce qui était le cas. Donc Michael m'a très vite dit, je veux qu'on arrive à créer un projet ensemble autour de la laine et un projet dans lequel les éleveurs y retrouveront à la fois la satisfaction de faire un produit de qualité et un retour sur investissement, entre guillemets. Voilà. Michael, on va tout de suite te retrouver dans une tournée des éleveurs que tu fais dans la région pour trouver la bonne laine, en compagnie de Patrick Fabre, de la Maison de la Transhumance. Alors nous arrivons chez Frédéric, donc dans le Gard. Frédéric a fait l'école de berger du Merle en 2012. Ça t'intéresse de le rencontrer, Michael? Oui, voilà, parce qu'on a déjà acheté la laine l'année passée
J'ai eu un petit doute sur la finesse de la laine et je suis venu pour vérifier la finesse. J'ai une société spécialisée dans des fibres nobles, de la laine, mais aussi du cachemire, de chameau, de la soie. C'est beaucoup mieux que l'année passée. Ah oui. Bien. Non, vraiment joli. Surtout, il est très propre. Il est vraiment propre. J'ai une côté commercial parce que c'est intéressant acheter cette laine et faire un produit et revendre le produit. Mais j'ai aussi un côté affectif parce que c'est une laine très intéressante parce qu'on trouve les données de cette laine, on ne trouve pas ailleurs. C'est une laine qui est vraiment unique dans le monde et en plus c'est la laine plus fine d'Europe. Non, je me semble beaucoup mieux que l'année passée, franchement. Qui on arrive là? On est chez Jennifer Benoît, c'est le troupeau de la famille Benoît, un troupeau historique dans la race mérinos d'Arles. Donc c'est un peu un conservatoire de la transhumance ici. L'occasion de découvrir Mérilénos. C'est une association d'une vingtaine d'éleveurs du quart sud-est de la France. En fait, on valorise la laine mérinos d'Arles. Donc on mutualise la transformation à partir du transport. J'ai beaucoup de respect de ce travail. Et en plus, mettre 4 éleveurs ensemble, c'est déjà aussi un travail. Pour s'entendre, oui. Tous les éleveurs qui viennent à Mérilénos, ils font partie intégrante de toutes les étapes et de tout le fonctionnement. Et du coup, on est obligé de se former et d'apprendre. Et en fait, il faut vraiment être passionné par la matière. Le mérinos en Nouvelle-Zélande, c'est très plat, très soyeuse, mais pas frisé. Et cette frisature est une donnée que pour des pulls, certains produits, c'est vraiment un gros avantage. Quand on le vend comme ça, au détail, c'est forcément plus valorisant. Mais après, il y a le temps voilà, des marchés, de préparation. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas tous les éleveurs de Mérilénos qui peuvent se permettre de vendre sur les marchés. On arrive chez Christelle, qui est une vraie passionnée de la laine, comme on va le voir. Elle a plein d'idées, elle fourmille d'idées, Christelle. Moi, mon idée, c'était de vendre sur le marché mes pelotes et mes pulls. Et finalement, ça satisfaisait ma clientèle comme ça, quoi. Et c'est vrai que si je veux passer à un autre cap, il faut que je travaille quand même beaucoup plus sur la sélection. Ouais. Mais faire tes pelotes, c'est un gros travail, non? Oui, c'est trop. Il y a un an où c'était magnifique, toutes les jeunes filles, tout le monde voulait tricoter. Puis d'un seul coup, elles se sont rendues compte que c'était quand même beaucoup de travail de tricoter. Et j'ai perdu beaucoup de clientèle. Et puis malheureusement, la Covid a vraiment modifié en fait les comportements d'achat sur les marchés. On a perdu presque 30% de la clientèle, quoi. J'ai rencontré une jeune fille, Béatrice, qui travaille beaucoup à la fois à la main et en machine. Les pulls qui sont tricotés dans de la laine en teinte avec des teintures végétales sont 100% biodégradables au final. Et la laine, elle vient les brebis, elles sont à 10 km de chez moi. Ça, c'est fascinant, en fait, de savoir vraiment très précisément d'où viennent les choses et à qui aussi, moi, je donne mon argent. Moi, je suis très contente de la payer, Christelle. Un pull tricoté à la main, ça me prend dans les 15 heures, sur des grosses aiguilles quand même, je précise. Et un pull tricoté à la machine, ça me prend à peu près 5 heures. Donc oui, je gagne entre 10 € et 20 € de l'heure. Mais ça va progresser, ça. Il faut faire les choses parce qu'on en a envie. Je veux dire, Christelle, elle a investi dans sa tonte cette année, elle a investi dans une table de tonte, des trieuses. Tout ça, ça va pas forcément lui être rendu financièrement. Nous, on le fait parce qu'on aime. Et il faut garder espoir que tout le monde se mette à porter des pulls en laine bientôt. C'est imminent. On parle quand même de plus en plus de la laine mérinos d'Arles, même des maisons historiques du nord de la France qui s'étaient orientées depuis longtemps vers la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Par l'intermédiaire de petites initiatives dans la région, commence à y revenir. Je vous propose de suivre Éléonore Brica. Éléonore, tu m'expliques chez qui on arrive?
Donc ici, on est chez Nance, qui est un éleveur de brebis qui est installé dans le Var. À Roquebaron. À Roquebaron, tout à fait. Et aujourd'hui, on vient le voir pour que moi, je puisse lui présenter ce que je fais avec de la laine Mérinos d'Arles, donc de la laine que produisent ces brebis, dans le cadre aussi de mes activités où j'essaie de valoriser la laine. C'est vrai que souvent, les éleveurs, ils ne voient pas le produit fini, même quasiment jamais. Non, c'est ça. Allez, on va le rencontrer. Le positionnement de la marque Chandam et l'idée derrière la marque Chandam, c'est de dire on va réconcilier le client qui a envie de choses péchues, joyeuses, etc. avec la laine. Et déjà, si on arrive à le réconcilier avec la laine, qui plus est française, nous, on a l'impression d'avoir gagné. On veut s'amuser, on veut que ce soit joyeux, on veut un petit côté un peu pop à la laine, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que tous les pulls un peu colorés soient en acrylique. Ça, c'est pas possible. J'irai garder le brebis avec le rose clair. Voilà, exactement. Ça me plairait bien de pouvoir en mettre sur mon stand et pouvoir dire à mes clients, vous voyez, dans ce pull, il y a peut-être un peu de ma laine, quoi. Je suis resté ouvrier polyvalent pendant quelques années et je voulais mes bêtes, voilà. Donc un peu de salariat et je me suis vite installé et mis à mon compte. Mes brebis sont dehors toute l'année, à l'herbe, et je suis transhumant. Donc je me déplace de champ en champ où l'herbe est verte. Je fais paître autant chez les viticulteurs que chez des céréaliers, qu'en colline, là actuellement, pour les pare-feux. L'été, je pars en montagne, donc transhumant également. Je voulais principalement faire du produit transformé, saucisses, merguez, saucissons, pâtés, pieds paquets. Et après, j'ai fait de la vente au détail sur les marchés, en complément de vente de colis, d'agneaux entiers ou demi. Ça fonctionne très bien. Nance s'est intéressée à la valorisation de sa laine, qui ne part désormais plus en Chine, grâce à Éléonore, qui travaille également pour le compte d'un négociant du nord de la France. C'est Pascal Nalin, principal négociant de la région, qui est venu à Roquebaron dans le Var pour récupérer la laine de Nance et la ramener sur sa plateforme de Mirabeau dans le Vaucluse. Donc là, on est à l'entrepôt de Pascal Nalin. Juste dans cette zone, il y a à peu près un petit peu moins de 100 tonnes de laine, donc des laines qui sont en balles molles, donc ce qu'on appelle des curons, parce que ça fait un curon. Donc chaque sac va contenir à peu près 100 kg de laine. Une fois que cette laine Mérinos d'Arles sera lavée, on arrivera à peut-être 40-45 kg, parfois un petit peu moins. Ah oui, il y a beaucoup de gras qui va partir. Alors. Exactement, il y a beaucoup ce suin qui est le sébum en fait, du mouton qui va partir au moment du lavage. On va juste rejoindre Pascal et Vincent. Vincent donc, qui travaille chez Sugar Mazurel, qui est un négociant historique qui est basé à Tourcoing. Depuis longtemps, les négociants du nord de la France se sont tournés vers la laine de Nouvelle-Zélande et de l'hémisphère sud, plus fine et plus facile à trier. L'arrivée de nouvelles marques et le besoin de traçabilité des consommateurs les incitent à s'intéresser aussi aux Mérinos d'Arles. C'était juste avant le Covid. Il y a eu un effet d'accélération après le Covid. Mais lorsque je discutais avec les marques, elles étaient très sensibles à la laine française. Trier, regardez ce qu'on trouve dans un sac, un bout de toison noire, d'où l'intérêt de trier à la table et d'écarter les toisons les unes après les autres pour voir exactement toutes les impuretés qu'il peut y avoir à l'intérieur. Avant de rejoindre les conteneurs et les camions, la laine est compressée en ballots pour gagner de la place. Mon grand-père a monté l'entreprise en 1919. Moi, je suis la 3e génération et je collecte environ 70% de la région PACA. Je collecte environ 800 tonnes de laine par an. Je fais à peu près, allez, on va dire 100 tonnes qui restent sur le marché français. Le reste, ça part à l'exportation. On exporte sur la Chine essentiellement. Si chaque personne en France consomme 2 paires de chaussettes en laine par an, on consomme toute la laine française. Et donc il faut développer des produits qui soient facilement accessibles, facilement assimilables. Oui, les gens achèteront plus facilement 2 paires de chaussettes qu'un pull vert. Peut-être, voilà. En tout cas, il faut le tester. Aujourd'hui, un Français consomme autant de laine française chaque année que ce qu'il mange de plastique chaque semaine. Lionel, on imagine que plus il y a d'acteurs et d'acheteurs, mieux c'est pour les éleveurs ou pas? Effectivement, l'arrivée de Michael sur le marché de la laine en région sud a un peu boosté le prix et a fait en sorte que
le prix a augmenté durant quelques années. C'est voilà, très spéculatif. C'est très spéculatif. C'est pour ça qu'on a vu quelques exemples comme Mérilénos qui se groupent et qui réussissent à être en dehors du marché. Il y a un autre exemple dont je voulais parler, c'est Longomaille. Tout à fait. Longomaille, il maîtrise absolument tout, depuis l'élevage jusqu'aux vêtements, puisqu'ils ont la totalité de l'outil entre les mains. Et ceci depuis de très nombreuses années. Oui, depuis des dizaines d'années, on va voir tout de suite comment il fonctionne. À 2 pas de la piste Luc Alphand, à Serre-Chevalier, la filature de Longomaille à Chantemerle. Michael Dalgrande achète des laines d'exception dans le monde entier, mais c'est la première fois qu'il a l'occasion de visiter le magasin et la filature en compagnie de Marie-Thérèse Chopin, qui anime également l'association Atelier pour la promotion des laines d'Europe. Longomaille est une coopérative européenne qui possédait déjà un domaine agricole et des moutons avant de transformer sa laine. C'est du Mérinos d'Arles? Ah oui. Ah, magnifique. Bien, très douce. Eh bien, écoute, je te montre un peu l'usine. Ah, volontiers. On savait qu'il y avait une usine et qu'elle était en vente. Qu'elle a été construite dans les années 1830-40. Mais comme toutes les filatures qui existent dans les Alpes, ici, est menacée de devenir un hôtel, quoi, on va dire. C'était donc en 1976. Et puis progressivement, on a dû changer toutes les machines. Donc les cadres, les cantines à filer, les métiers à tisser. Voilà, il y a déjà eu, je pense, au moins 3 générations de machines en bas. Hein. Une des premières choses qu'on a fait, c'est d'inviter tous les gens qui étaient encore dans des filatures à se retrouver ici. On a vraiment conservé des très bons liens avec beaucoup de gens. Et ça a été un peu la base de la constitution de l'association Atelier. Là, on a fait du préfil, ça se tient pas, c'est juste un fil qui est cardé. Et comme tu vois, ça se déchire tout seul, quoi. Ça n'a aucune solidité. Ah oui, toutes ces opérations, ça nous permet juste de passer de la laine brute à quelque chose qui est pas loin d'être utilisable. Non, ça tient pas. Ouais. Donc, pour pouvoir avoir la tenue du fil, il va falloir resserrer les fibres. C'est-à-dire qu'en fait, les fibres sont formées d'écailles à l'extérieur, si on les regarde au microscope. Ouais. Et ces écailles vont s'enchevêtrer, et c'est ça qui va donner la résistance et la tenue du fil. Voilà. Donc c'est la torsion qui va donner la résistance. Et c'est à ce moment-là, on arrive à faire un fil qui tient. Ah oui, moi je ne peux pas le casser là. Non, voilà. Dans un secteur sinistré qui est souvent parti en Asie, Longomaille continue et possède toutes les machines pour aller de la laine brute au produit fini. Ici, par exemple, on a le métier à tisser qui nous fait tous les tissus que nous avons besoin pour des chemises, des robes, des vestes et tout ça. Et après, il y a aussi le métier qui nous fait uniquement des couvertures. Les métiers à tricoter, voilà, nous avons 2 qui sont quand même des métiers qui correspondent au fil que nous pouvons faire. Parce que comme nous avons que du fil cardé, alors on ne peut pas aller sur des fils très très fins. La laine possède beaucoup de qualités par rapport aux synthétiques qui polluent l'environnement. Mais les produits de qualité sont chers. Mieux vaut savoir lire les étiquettes avant d'investir dans un achat durable pour contribuer à la renaissance du secteur en Europe. Et après, sur l'étiquette, il y a en plus marqué le lavage a été fait à tel endroit, le cardage, la filature, la teinture, la confection. On a la liste exacte avec chaque détail. Une transparence, une transparité totale. Oui, ouais, parce qu'en fait, tu vois, quand on met un label du style, je ne sais pas, il y en a 12 000, tu dis c'est un label. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est vraiment le truc qui est le plus propice à des, on va dire, détournements. Absolument. Hein? On fait pareil. Voilà. Dans l'élevage, il y a une chose très importante, c'est qu'il y a des jeunes éleveurs, beaucoup d'éleveuses, beaucoup de gens qui viennent du milieu non agricole. Il y a des ethnologues, un chanteur d'opéra, il y a une circassienne, il y a un docteur en mathématiques. Ça donne un autre regard. On est moins contraint par le poids de la tradition familiale ou des choses comme ça. Donc il y a des reprises de filature. Il y a la nécessité, comme ça existe depuis 30-40 ans dans la filière, que 80% de la laine française parte encore à l'étranger parce qu'on n'a pas les ressources du tout pour les transformer, ni pour les vendre en France, ni en Europe.
Mais voilà, ça progresse. Ça progresse dans les connaissances, ça progresse dans les liens entre les gens et un petit peu avec le matériel aussi. C'est dans un deuxième volet que nous allons voir comment la laine que Michael achète dans notre région est transformée de l'autre côté des Alpes, dans le Piémont, à Biella. Vous découvrirez que la laine, ça ne gratte pas. Sur nos t-shirts, franchement, qui sont en laine, c'est impeccable. Ça ne sent pas non plus. Ça fait plusieurs jours qu'on les porte et je reconnais que je comprends pourquoi les randonneurs ont adopté le t-shirt en laine. Et puis aussi par rapport à des vêtements synthétiques qui produisent des tas de petits morceaux de plastique qui, lors du lavage, partent dans les eaux, les rivières et la mer. Et bien là, au moins, on est 100% naturel, on ne pollue pas l'environnement et ça, c'est très prioritaire.